1982. Contre toute attente, Amadou Ahidjo, âgé de seulement 58 ans, démissionne de son poste de président de la République du Cameroun et passe le pouvoir à son premier ministre, Paul Biya. Sur les ondes de la radio nationale, la voix du journaliste Jean-Claude doit retentir. Un seul titre dans ce journal, le chef de l'État s'adresse à la nation. Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. En cette circonstance capitale, je voudrais du fond du cœur remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis bientôt 25 ans, m'ont accordé leur confiance et apporté leur aide dans l'accomplissement de mes lourdes tâches à la tête de l'État. Je vous exhorte à demeurer un peuple uni, patriote, travailleur, digne et respecté. Vive le Cameroun. En novembre 1983, seulement un an après la passation de pouvoir, le nouveau président Biya dénonce un complot contre la sécurité de l'État et accuse Ahidjo d'en être le cerveau et le condamne le 27 février 1984 par contumace à la peine de mort. Le 6 avril 1984, seulement quelques semaines après la condamnation d'Ahidjo, le président Biya est victime d'un coup d'État manqué mené par certains officiers de l'armée restés fidèles à Ahidjo. Malgré que l'ex-président exilé en France à ce moment déclare n'avoir pas de lien avec les putschistes, Biya le condamne une seconde fois à la peine de mort et demande son extradition au Cameroun afin qu'il soit fusillé. De nombreux putschistes sont sous les verrous, d'autres sont en fuite. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, se trouve en Dieu sûr et sa vie n'a jamais été mise en danger tout au long de cette entreprise criminelle. Le nettoyage de la ville des éléments factieux se poursuit activement. Aujourd'hui, l'opinion internationale sait et doit savoir que ce complot n'était que réalité et que si certains malpensants ont cru devoir mettre en doute et sa véracité et le verdict du tribunal y consécutif aujourd'hui, le verdict de l'histoire est là. Il est sans appel. Les ennemis de la République, les ennemis de l'unité nationale sont désormais démasqués et mis à nu. Bien évidemment, cet enchaînement d'événements suscite dans tous les esprits une multitude de questions. Tout d'abord, pourquoi Ahidjo, âgé de seulement 58 ans, qui dirige le pays d'une main de maître depuis 25 ans, passe le pouvoir à Biya? Et pourquoi Biya, le fiole d'Ahidjo, le condamne à la peine de mort? Et parce que tout tire son origine du passé, dans cette vidéo, on va comprendre aussi pourquoi le peuple camerounais qui est victime d'une dictature depuis environ 62 ans n'arrive plus à se révolter. Avec des présidents fabriqués de toutes pièces par la France, des exterminations de population, une grosse emprise de la France, un pillage systématique des caisses de l'État par des ministres, un tribalisme immortel, la vie politique du Cameroun est vraiment l'une des plus sombres. Parmi les colonies françaises d'Afrique, le Cameroun est le pays qui a versé le plus de sang pour accéder à l'indépendance. Cette vidéo qui est consacrée à l'histoire d'Amadou Ahidjo traite vraiment une partie très importante de l'histoire du Cameroun, une histoire vraiment très intéressante et complexe. Je vous prie de rester bien scotché jusqu'à la fin. L'histoire d'Amadou Ahidjo, c'est maintenant. En 1472, les marins portugais du navigateur Fernando Po entrent dans l'estuaire du Vouri. S'étonnant de l'abondance des crevettes dans le cours d'eau, ils l'appellent Rio dos Camaroes, qui veut dire rivière des crevettes. C'est de ce mot Camaroes que vient le nom Cameroun. Après les Portugais viennent les Néerlandais, puis les Allemands. Le 12 juillet 1884, le roi Ndombé Lobebel et le roi Akwa signent un traité dans lequel ils cèdent intégralement les droits souverains, la législation et l'administration du Cameroun aux Allemands représentés par Edouard Schmidt et Johann Foss. C'est le traité Germano-Douala. En échange de la signature du traité, le roi belge reçoit 27 000 marks. C'est ainsi que le Cameroun devient un protectorat allemand. Les Allemands s'installent alors dans le pays, font du commerce et lancent une multitude de travaux. Toutefois, ils traquent un peuple en particulier, les Baka, qui osent se rebeller. Les Baka sont perpétuellement piégés et étudiés comme des animaux. Certains d'entre eux sont amenés en Allemagne pour être montrés en cage dans les eaux et dans les expositions coloniales. À l'issue de la Première Guerre mondiale en 1918, les Allemands sont vaincus. Le Cameroun est alors placé sous mandat de la Société des Nations et confié à l'administration de la France pour sa partie orientale et du Royaume-Uni pour sa partie occidentale. En 1945,
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Cameroun est placé sous tutelle de l'ONU, qui réattribue son administration aux Français et aux Anglais. La tutelle de l'ONU, sous administration française, accède à l'indépendance sous l'appellation de République du Cameroun le 1er janvier 1960. Dans le Cameroun anglais divisé en deux, dans le Southern Cameroun et le Northern Cameroun, les autorités britanniques organisent le 11 février 1961 un référendum pour demander aux populations si elles sont favorables pour un rattachement avec le Cameroun français ou alors si elles veulent être rattachées au Nigeria. La réunification avec le Cameroun français l'emporte dans le Southern Cameroun, tandis que le Northern Cameroun se prononce en faveur de son intégration au Nigeria. Et c'est ainsi que le 1er juin 1961, le Northern Cameroun rejoint le Nigeria et le 1er octobre 1961, le Southern Cameroun se réunifie avec l'ex-Cameroun français. Il forme alors la République fédérale du Cameroun. Et le 20 mai 1972, un référendum conduit à un État unitaire et met fin au fédéralisme pour le grand bonheur du président Amadou Ahidjo. Amadou Babatoura Ahidjo voit le jour le 24 août 1924. Son lieu de naissance est encore aujourd'hui un sujet de débat. Certaines sources disent qu'il serait né à Nassarao près de Garo au Cameroun. D'autres sources disent cependant qu'il est né au Mali et que sa maman célibataire a par la suite immigré au Cameroun. Il vit ses premières années sans figure paternelle. Plus tard, il est adopté par un chef peul Fulbé de religion musulmane. Le jeune Ahidjo commence alors ses études à l'école primaire de Garoua où il obtient son certificat d'études en 1939. Puis, il fréquente l'école supérieure d'administration de Yaoundé. À sa sortie de là, il intègre l'administration française comme télégraphiste puis comme opérateur radio. Il se fait très vite remarquer par l'administrateur colonial Guy Georgie qui l'apprécie beaucoup. Celui-ci l'aide alors à faire ses premiers pas en politique. Aux élections en 1947 pour l'Assemblée territoriale, il fait voter pour Ahidjo en mettant illégalement un paquet de bulletins dans les urnes. C'est ainsi que Amadou Ahidjo est élu à l'Assemblée territoriale du Cameroun. En 1949, il intègre le Bloc démocratique camerounais, un parti politique camerounais fondé par Louis Paul Adjoula. Adjoula, réformiste, il milite pour une évolution politique au sein de l'Union française. En 1953, Ahidjo, couvé par Louis Paul Adjoula, à ce moment secrétaire d'État à la France d'outre-mer, devient conseiller de l'Union française. Au lendemain des réformes de la loi cadre de fer, la première personnalité camerounaise est André-Marie Mbida. Il est le premier ministre du gouvernement à partir du 12 mai 1957 et nomme Ahidjo vice-premier ministre chargé de l'Intérieur. En 1958, Mbida commence à devenir un problème pour Paris. Il se montre de moins en moins malléable. Le haut-commissaire Jean Ramadier décide alors de le faire tomber. En complicité avec Amadou Ahidjo, il convainc tous les ministres du gouvernement de Mbida de démissionner. Mbida se retrouve alors trahi par l'homme qui l'a fait vice-premier ministre seulement un an plus tôt. Avec l'appui de Paris, le 18 février 1958, Amadou Ahidjo devient le premier ministre du Cameroun. Mais il a cependant face à lui des vrais nationalistes qui veulent une réelle indépendance du pays. Il s'agit ici de la puissante Union des populations du Cameroun, l'UPC, avec son leader Robert Oumniobé. On ne peut pas parler de l'histoire du Cameroun sans faire un petit zoom sur l'UPC. Créé en 1948, l'UPC devient très vite un problème pour l'administration coloniale. Déjà en décembre 1952, à la 4e commission de tutelle de l'Assemblée générale de l'ONU, Robert Oumniobé revendique la réunification immédiate des deux Camerouns et la fixation d'une date pour l'indépendance. L'UPC a demandé à intervenir sur 3 questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs. Et enfin, la fixation d'un délai pour le droit de l'indépendance au peuple camerounais. En 1954, Roland Pré, le haut-commissaire français au Cameroun, s'engage fermement à éradiquer l'UPC. Pour faciliter leur surveillance et les soumettre à une intense pression judiciaire, les dirigeants du parti sont tous rassemblés à Douala. Ainsi, Abel King, le vice-président, est poursuivi pour outrage à magistrat. Pierre Penda, membre du comité directeur, fait face à 5 plaintes successives. Félix Moumier est accusé de diffamation et injure. Et Ruben Oumniobé est condamné pour dénonciation calomnieuse. Roland Pré entreprend également une purge au sein de l'appareil judiciaire, renvoyant en France les magistrats considérés comme insuffisamment sévères dans la répression de l'UPC. Les forces de l'ordre et les organisations camerounaises alliées à l'administration coloniale, notamment le Rassemblement des populations du Cameroun RPC, sont mobilisées pour empêcher les réunions et les discours publics de l'UPC. Le contrôle des correspondances privées devient systématique et les domiciles des militants sont fréquemment perquisitionnés. Du 20 au 30 mai 1955, une série d'affrontements oppose les militants de l'UPC
organisés en groupe de combat à leurs adversaires politiques locaux soutenus par la France et aux forces de l'ordre de l'administration coloniale. Cet événement marque l'irruption de la violence dans la vie politique camerounaise et le début de la guerre du Cameroun, guerre qui va durer près de 16 ans et faire plus de 200 000 morts. Bon, par le décret en date du 13 juillet 1955, le pouvoir colonial dissout le parti et de nombreux militants sont arrêtés, certains assassinés. Contrainte à la clandestinité, l'UPC fait finalement le choix de la lutte armée. Sous la supervision du haut-commissaire au Cameroun, Pierre Mesmer, une énorme répression s'abat alors de façon massive sur les UPCistes. Pierre Mesmer, ayant participé à la guerre d'Indochine, reste traumatisé par la défaite française. Il a alors qu'un seul objectif, exterminer tous les membres de l'UPC. L'armée française mène alors de vraies opérations de guerre dans les pays Bassais et Bamileke. Cette armée française regroupe alors de force des milliers de Camerounais en masse, les mitraille et les bombarde à partir d'hélicoptères. Elle bombarde au napalm plusieurs zones occupées par les nationalistes. Les têtes des combattants indépendantistes tués sont coupées et exposées dans les villages et camps de regroupement afin d'intimider la population. Pour résister, l'UPC n'a que des machettes, des gourdins, des arcs et des flèches. Il se constitue alors en petits groupes de 50 à 200 combattants pour pouvoir résister face à l'armée française. Sauf qu'il peut. Et c'est comme ça que les corps tombaient. Je ne marchais pas encore comme maintenant. J'ai piétiné. Les cadavres comme ça. Les mitrailleuses, tu voyais même, ça coupait les ailes. Comme les militaires menaçaient trop, nous avions organisé un camp pour garder la population. Les militaires ont surpris cette population-là et avec l'armée française, ils ont ouvert le feu. Ils ont décimé cette population et il y avait un seul survivant. Le monde, et on brûlait même les cases. Les personnes qui étaient dans... Mais des fois, l'armée française faisait entrer les gens et brûler même la maison. Dans les grandes villes, Douala et Yaoundé, pour éviter que le virus de la contestation ne se propage, les Bassa et les Bamileke y vivants sont déportés vers les camps situés le long des principaux axes routiers. Le général Lamberton, responsable des forces françaises, ordonne que toute case ou habitation en dehors des zones de regroupement devra être entièrement rasée et les cultures avoisinantes saccagées. Les Bassa et Bamileke déportés sont soumis au travail forcé pour le compte de la société française Razel, exerçant dans la construction de routes. Le regroupement des populations dans des zones spécifiques permet alors de créer ailleurs des zones interdites. Toute présence humaine dans ces zones est proscrite et les individus qui y sont découverts sont immédiatement considérés comme nationalistes et sont exécutés. Ces zones interdites sont dépourvues de toutes ressources. Les cultures y sont détruites, les points d'eau contaminés et le bétail abattu. Au fil des mois, les troupes françaises composées de Camerounais, de soldats recrutés dans les colonies d'Afrique noire ainsi que quelques gaullistes racistes intensifient la pression et prennent rapidement l'avantage. Isolés des populations strictement surveillées, les nationalistes se retrouvent dans une précarité extrême et souffrent de la faim. Il manque aussi de médicaments, de vêtements et peinent à recruter de nouveaux membres. Certains commencent même à mourir de faim. Bon, à 1958, Ahidjo, après avoir été nommé premier ministre par la France, par l'intermédiaire de l'archevêque de Douala, Thomas Mongo, réussit à entrer en contact avec Niobé. Lui répond que la seule option pour qu'il arrête la révolte est l'indépendance du pays avec lui comme président. Réponse qui blesse fortement l'ego d'Ahidjo. La même année, dans la ville de Bachenga, Amadou Ahidjo couche une réunion avec Moussa Yaya Sakifada et Charles Okala décide de procéder à l'élimination physique de Robert Niobé. Ah oui, bien sûr, en comptant sur le soutien infaillible de l'armée française. Après de longs mois de traque contre les UPCistes, tous tués ou capturés, les uns après les autres, au début du mois de septembre 1958, l'armée française réussit, grâce à des informations obtenues par la torture d'une prisonnière, à localiser Niobé. C'est ainsi que le 13 septembre 1958, alors qu'il essaie de traverser un tronc d'arbre pour fuir les soldats français, il est froidement abattu de 3 balles dans le dos. Après l'avoir tué, son cadavre est traîné dans la boue sur une dizaine de kilomètres. Bon, une fois Robert Niobé écarté pour le grand bonheur d'Ahidjo de la France, Paris fait alors signer à Ahidjo une multitude d'accords de coopération. Une fois tous les fameux accords signés, De Gaulle décide alors de donner l'indépendance au Cameroun. C'est ainsi que le 1er janvier 1960, Amadou Ahidjo proclame l'indépendance du pays, indépendance qu'il n'a jamais réclamée. Camerounais, Camerounaises, le Cameroun est libre et indépendant. L'indépendance, comme la liberté, est un bien
se conquiert et se reconquiert chaque jour. Et personne n'est de trop pour la défendre, la fortifier, la préserver de toutes ses forces et de toute son âme. Nous savons tous qu'il n'y a pas de dignité pour ceux qui attendent tout des autres. Nous savons que cette indépendance que nous venons d'obtenir ne serait qu'un leurre si nous ne pouvions l'assurer dans la réalité quotidienne. Nous sommes décidés à lui donner une existence qui ne soit pas seulement de façade. Nous serons jugés sur nos actes. Le monde attend de nous que nous lui fournissions la preuve de notre sérieux, de notre capacité à nous diriger nous-mêmes. Nous la lui donnerons car tous nous le voulons. Après l'indépendance du 1er janvier 1960, les dirigeants de l'UPC en exil déclarent que l'indépendance accordée par les Français n'est qu'une façade et que Amadou Ahidjo n'est qu'un serviteur de la colonisation. Les survivants de l'UPC encore présents au Cameroun déclenchent alors des insurrections. Aidés par les conseillers militaires français encore présents au Cameroun, Ahidjo élimine froidement les insurgés. Le 5 mai 1960, il est vainqueur des élections présidentielles et devient ainsi le premier président de la République du Cameroun. Une fois président, il refuse les négociations visant à mettre fin au combat que lui propose le nouveau dirigeant de l'UPC, Félix Roland Mounier. Avec l'aide de Focard, les dirigeants de l'UPC hors du pays sont tués tour à tour, comme le docteur Félix Roland Mounier, qui est empoisonné en octobre 1960 à Genève par les services secrets français. On pense généralement, depuis que votre mari est mort, que lui seul n'était pas visé et que d'autres personnes le sont probablement aussi. Avez-vous le sentiment qu'une menace pèse sur vous? Oh, ce n'est pas une menace qui commence aujourd'hui. Moi-même, je suis militante de ce parti il y a 10 ans. J'ai échappé à beaucoup d'attentats ensemble avec mon mari, où on a failli être tués. Partout où nous passons, nous avons les ennemis qui ont leurs espions un peu partout, ou les agents qui organisent tout le temps des complots contre nous. Vous êtes, vous, monsieur Wandié, du même avis que madame Moumier? Je suis parfaitement de son avis parce que lorsque vous avez choisi la voie de la lutte pour une indépendance véritable, vous devez nécessairement vous attendre à tout moment aux coups durs que vous portent les impérialistes. Mais nous avons l'habitude de dire que c'est parce que les impérialistes nous portent beaucoup de coups que nous sommes devenus et nous devenons chaque jour plus aguerris pour la lutte. Bon, hormis ces considérations futuristes, dirons-nous, pouvez-vous me dire si vous avez la possibilité de mettre un nom sur cette menace? Vous parlez d'impérialiste, mais pouvez-vous préciser les choses? Oui, et moi je peux vous dire... Excusez-moi, si nous pouvons aller plus directement encore, pouvez-vous mettre un nom sur l'auteur du crime qui a provoqué la mort de M. Moumier? Oui, dans ce crime précis, le gouvernement français porte une lourde responsabilité et c'est de ce côté-là qu'il faut chercher les responsables. Nous détenons des preuves que nous ferons valoir en temps opportun. Et vous ne pouvez pas nous faire état de quelques-unes de ces preuves en ce moment? En tout cas, pour le moment, je crois que... Il a été question de Main Rouge. Partagez-vous cet avis? Et je la partage entièrement. C'est une organisation qui opère et qui est attachée directement au deuxième bureau français, qui opère non seulement dans votre pays, mais en Belgique, en Allemagne de l'Ouest, en Italie, et qui a déjà fait beaucoup de victimes dans les milieux nationalistes africains. Et dans l'UPC en particulier, avez-vous le sentiment que la Main Rouge ait effectivement fait quelques actions de ce genre? L'année dernière, je me trouvais à Londres, en route pour les Nations Unies, où je devais être entendu comme pétitionnaire. Et comme par hasard, je me suis trouvé avec le président de notre parti, qui lui devait effectuer une mission en Europe. Et précisément, il a été menacé par un agent qui avait dit clairement qu'il était de la Main Rouge. Bon, dès le début des années 1960, le chef de l'État met en place de nombreuses mesures dictatoriales. Prolongation arbitraire des gardes à vue, interdiction des réunions et rassemblements, censure préalable des publications, restriction de la liberté de circulation par des laissez-passer ou des couvre-feux, interdiction pour les syndicats de lancer des souscriptions. Toute personne soupçonnée de contester le président est privée d'avocat et ne peut faire appel du jugement. Les condamnations aux travaux forcés à perpétuité et les condamnations à mort deviennent alors fréquentes
importantes dans le pays. C'est donc ainsi que de nombreux champs de tir sont construits dans le pays. Ces champs de tir sont des lieux de fusillade de prisonniers condamnés à mort. Et pour ces sombres pratiques, le président Ahidjo peut compter sur ces deux hommes de meurtre, les sinistres Jean Fauchivé et Samuel Kamé. Bon, pendant ces premières années du régime Ahidjo, c'est l'ambassadeur français Jean-Pierre Bénard qui est le véritable président du Cameroun. Toutes les décisions importantes passent par lui. En effet, avec l'indépendance factice, des conseillers français sont alors chargés d'assister chaque ministre et ce sont eux qui disposent de la réalité du pouvoir. Le gouvernement gaulliste renforce alors bien son ascendant sur le pays à travers bien sûr la signature d'accords de coopération touchant à tous les secteurs de la souveraineté du pays. Ainsi, dans le domaine monétaire, le Cameroun conserve le franc CFA et confie sa politique monétaire à son ancienne puissance tutrice. Toutes les ressources stratégiques sont exploitées par la France. Les troupes françaises sont maintenues dans le pays et une grande partie des officiers de l'armée camerounaise sont français. En octobre 1961, le président Ahidjo gagne en popularité en réunifiant le Cameroun francophone dont il est le président avec le Sourden Cameroun qui a pour premier ministre John Foncha. Le pays devient alors la République fédérale du Cameroun avec pour président de la République Amadou Ahidjo et vice-président John Foncha. Avec le temps, dans le but d'instaurer un parti unique, il crée l'Union camerounaise UC et demande à tous les autres partis de se rallier à son parti. Au cours des années 1961 et 1962, on observe alors une vague de ralliement, de dissolution et de fusion des autres partis avec l'Union camerounaise. Mais en janvier 1962, André-Marie Mbida, secrétaire du Parti démocratique camerounais, et d'autres leaders de l'opposition, à savoir Marcel Bébé Eidji, secrétaire général du Parti travailliste camerounais, et Charles Okala, secrétaire du Parti socialiste camerounais, créent un regroupement de partis dénommé le Front National Unifié FNU. Et le 23 juin 1962, le FNU publie un manifeste signé par les trois hommes. Ils affirment le refus d'adhérer au parti unique. Ils ajoutent qu'un parti unique aboutira infailliblement à la dictature. Ils sont directement arrêtés et incarcérés dans le nord du Cameroun. Cette détention provoque une dégradation physique importante chez Mbida. Il tombe malade et devient pratiquement aveugle. En avril 1964, Marguerite Mbida, épouse d'André-Marie Mbida, condamnée à 3 ans de prison ferme, se présente comme tête de liste du PDC aux élections législatives. Le PDC est le seul parti politique à oser se présenter à ces élections législatives, car tous les autres chefs de l'opposition sont soit en exil, soit en prison. Les résultats de ces élections donnent une victoire massive au PDC dans le département d'Union et Sanaga. Cette victoire électorale lui est confisquée au nom de l'unité nationale et du parti unique en gestation. Les électeurs refusent alors que leur soit volée cette victoire. Le gouvernement d'Ahidjo fait descendre la gendarmerie dans les villages et les protestataires sont massivement déportés vers les camps de concentration tristement célèbres de Mantoum, Tcholoré et Mokolo. Il n'y a pas de tribunaux, donc vous êtes arrêtés, interrogés, internés. À aucun moment vous ne voyez ni un juge ni un magistrat et encore moins un avocat. Et vous ne savez même pas ce qu'on vous reproche avec exactitude puisqu'on ne vous fait même part de rien du tout. Et ensuite les conditions sont assez pitoyables et très très dures. Comme je le décris dans mon roman, ça c'est pas de la fiction, c'est la réalité. Bon, tenant désormais son pouvoir d'une main de maître, il est réélu en 1965 à l'issue d'une élection dont il est l'unique candidat. Toujours en cette année de 1965, à la sortie de prison de Mbida, Ahidjo le place en résidence surveillée. À côté de toutes ces dérives dictatoriales, c'est avec une grande sérénité qu'Ahidjo, que plus personne ne conteste, entreprend des grands travaux, des grands chantiers qui vont placer le Cameroun parmi les pays en voie de développement. C'est la période du développement des infrastructures, c'est aussi la période d'industrialisation du pays. Le président Ahidjo lance la construction de nombreuses industries. L'agriculture fait aussi partie des grands projets du président qui réalise ce qu'il va appeler la révolution verte. Il finance tous les projets agricoles. Avec l'aide de la France, il fait des routes, construit des infrastructures et plusieurs hôpitaux. Il mise aussi sur l'éducation des plus jeunes. Il multiplie donc ainsi la construction d'écoles primaires et de lycées sur toute l'étendue du territoire. Il construit aussi à Yaoundé la première université du Cameroun, l'université fédérale de Yaoundé. Il lance aussi la construction du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé et le stade de Douala. On lui attribue cependant à tort la construction de certaines sociétés d'État, comme par exemple à l'UCAM, la compagnie camerounaise d'aluminium, qui naît
en réalité qu'une société française fondée par le groupe industriel Péchiné. La Socapal, la société camerounaise de Palmeraie, est créée par une société luxembourgeoise, la Socfin, qui est aujourd'hui détenue à 39% par le groupe Bolloré. La Simancam, cimenterie du Cameroun, est créée et détenue par le groupe français Lafarge. Là, suivant l'ordre chronologique des événements, nous sommes encore en 1965. Cette année de 1965 est très importante pour l'avenir politique du Cameroun, car en décembre 1965 se déroulent les élections présidentielles en France. Le principal opposant de De Gaulle est François Mitterrand. Ahidjo, ayant une profonde admiration pour De Gaulle, considère Mitterrand comme son ennemi. Mitterrand, socialiste et opposant de celui pour qui Ahidjo a de l'admiration, il représente tout ce que Ahidjo n'aime pas. En fait, cette histoire que nous relayons parce que c'est vrai, c'est que du côté de la France, le destin va modifier l'allure de la succession des politiques. Et donc, on voit apparaître un certain François Mitterrand. Il est déterminant dans la vie politique du Cameroun et de Ahidjo comme un individu. Mais parce que François Mitterrand était socialiste, Ahidjo, dans son fond intérieur jusqu'à sa mort, ce mot le choquait. Parce qu'ils avaient tellement été aimés Charles de Gaulle que tout ce qui touchait à de Gaulle les touchait. Or, Mitterrand avait commis l'erreur, nous mettons entre guillemets, au vu d'Ahidjo, de se porter candidat contre de Gaulle. C'était pour eux un péché. Il n'était pas candidat sorti du même monde politique, mais il était encore socialiste, ce qui aggravait son score. Mais pour l'avoir tenté 2 fois et échoué, Ahidjo l'avait déjà condamné. Il ne sera jamais président en France. Et lui a donc lancé cette boutade. Le jour où tu es président en France, il faut m'en interdire l'entrée. L'année suivante, en 1966, Ahidjo installe officiellement le monopartisme dans le pays. L'Union nationale camerounaise est le parti unique. Mais, cette même année, Ahidjo fait face à un problème. Le retour de l'économiste et nationaliste au sein des Afana, l'une des figures les plus influentes de l'UPC, qui organise de petites insurrections dans la région de Melundo. Comme ses prédécesseurs ou encore son acolyte Ernest Ouandjé, il réclame une vraie indépendance du pays, le retrait des bases militaires françaises, l'annulation des accords de coopération et la tenue de vraies élections présidentielles. Bien évidemment, il devient un caillou dans la chaussure d'Ahidjo. Comme solution, Ahidjo fait du Ahidjo. Il envoie alors son ami traqué au CND. Et le 5 mars 1966, au CND est détecté et encerclé dans la forêt par les troupes d'Ahidjo. Il réussit à s'enfuir. Au CND, intellectuel myope perd ses lunettes et ses sandales pendant la fuite. Le 15 mars 1966, il est pris en embuscade par une unité de l'armée camerounaise. Ayant du mal à voir, il ne réussit pas à s'enfuir comme la plupart de ses compagnons. Fait prisonnier, il est tué et décapité. Et sa tête est transportée par hélicoptère à Yaoundé afin que le président Amadou Ahidjo puisse regarder le monde dans les yeux. Au Cameroun, à l'exception de Ernest Ouandjé, caché en forêt et traqué par l'armée camerounaise, personne n'ose plus contester le président Amadou Ahidjo. En 1970, unique candidat, il est réélu avec 100% des voix. Avec le début de ce nouveau mandat, il décide de finir une fois pour toutes avec les résistants de l'UPC. Le 19 août 1970, Ernest Ouandjé est arrêté dans le Mongo, précisément dans la localité de Mbanga, et il est conduit en hélicoptère dans les locaux de la brigade mixte mobile en Kondengi. Cette brigade est tristement célèbre pour ses salles de torture avec son chef, le sinistre Jean Fauchivé, qui incarne la terreur et qui n'a de compte à rendre qu'au président de la République. En novembre 1970, à Paris et à Londres, les ambassades camerounaises refusent les visas aux avocats de Ouandjé et de Monseigneur Ndokmo. Parmi ces avocats à qui les visas sont refusés, il y a François Mitterrand. Quelqu'un est passé dans les chaînes de télévision et a assez bien expliqué ça. J'étais étonné que la classe politique au Cameroun ne donne pas suffisamment ce détail. Pour revenir donc à la question de François Mitterrand, Ahidjo interdira à François Mitterrand d'accéder à sa demande de venir assurer la défense d'Endormo et les autres. En lui disant ceci, le jour où tu seras président en France, il faut m'en interdire l'entrée.
Au Cameroun, Wandji refuse l'avocat que le Cameroun lui donne comme commis d'office. Il déclare au président du tribunal qu'il est impossible qu'il soit jugé, que le gouvernement veut l'abattre et que ce procès est une forfaiture. Appelé par le président pour être interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, Ernest Wandji déclare qu'il s'agit d'un jugement de pure forme et refuse de s'exprimer, maintenant ainsi son refus tout le long des débats. Peu avant Noël 1970, Ndokmo demande la grâce présidentielle, mais Wandji refuse de signer le recours en grâce. Presque chaque jour, on lui apporte le dossier pour signer et un jour il répond à Ahidjo: prenez vos responsabilités, moi je prends les miennes devant l'histoire. Le 5 janvier 1971, Wandji est condamné avec 2 de ses camarades à la peine de mort. Le 11 janvier 1971, Foka atterrit au Cameroun. Il fait savoir à Ahidjo que le cas Wandji est l'objet de sa courte visite. Il lui dit le président Pompidou va entamer prochainement son tout premier voyage en Afrique et le Cameroun est l'une des étapes. Il faut que cette affaire soit réglée avant l'arrivée du président Pompidou qui est imminente. Je peux à Libreville l'attendre. Donc, mon sera gracié. Mais Wandji, je le respecte beaucoup, mais il sera fusillé. C'est ainsi que le 15 janvier 1971, sa condamnation est mise en exécution sur la place publique à Bafoussam. Devant une foule rassemblée, il est exécuté en compagnie de Raphaël Footing et de Gabriel Tabeu. La mort de Wandji marque la fin des oppositions contre le régime d'Ahidjo. Il peut désormais être tranquille. Les troubles qui ont secoué certaines régions du Cameroun se sont presque tous éteints. Nous avons fait, en collaboration avec les représentants de la France au Cameroun, tout ce qui était à notre pouvoir pour que le calme revienne. Nous sommes heureux de constater que nos efforts ont été couronnés de succès. Pour se donner bonne image, il fonde la Cameroun Airlines en 1971 et un an plus tard, il organise la Coupe d'Afrique des Nations de février à mars 1972 et le Cameroun finit à la 3e place. Le 15 juin 1975, Amadou Ahidjo nomme comme premier ministre Paul Barthélemy Biya Bivondor. Après être passé par la Sorbonne, il obtient sa licence en droit public en 1961 à l'Institut des hautes études d'outre-mer. Pendant ses années d'études en France, il ne participe à aucune manifestation des Africains contre la politique africaine de la France. Il devient très facilement citoyen naturalisé français. Sous recommandation de Louis Paul Adjoula, il entre dans le gouvernement de Ahidjo en 1962 en tant que chargé de mission à la présidence de la République. Il est l'un des plus brillants des hommes formés par Paris pour faire la continuité du néocolonialisme. Bon, en 1977, le Cameroun devient un pays producteur de pétrole. Prétendant vouloir faire des réserves pour les temps difficiles, les autorités gèrent les recettes pétrolières dans la plus totale opacité. Les fonds sont placés sur des comptes parisiens, suisses et new-yorkais. Certaines personnes accusent alors le président de vouloir détourner les recettes du pétrole. Chose qui n'est pas vraie, car malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, le président Ahidjo n'a jamais détourné les caisses du pays pour s'enrichir. Il condamne aussi très sévèrement le détournement de fonds publics et la corruption. En 1980, après le simulacre de suspense qui caractérise ses déclarations de candidature, il est réélu à la tête de l'État. J'ai décidé de répondre oui à votre appel à l'appel du peuple. Oui, j'accepte l'investiture de mon parti, l'Union nationale camerounaise. Oui, j'accepte de solliciter un nouveau mandat à la magistrature de mon pays. Mais seulement un an après son élection, le 21 mai 1981, son ennemi François Mitterrand est élu président de la République française. Ce jour marque le tournant décisif de l'avenir politique d'Ahidjo. À la tête de l'État, Mitterrand fait savoir à Ahidjo qu'il n'a plus le soutien de la France. Ahidjo reste cependant toujours disposé à servir les intérêts français. Mais la tension entre lui et Mitterrand est une affaire personnelle. Mitterrand veut son départ. Et au regard de ce qui est arrivé 2 ans plus tôt en Centrafrique, c'est-à-dire le renversement de Bokassa par Valéry Giscard d'Estaing, Ahidjo prend très au sérieux les menaces de Mitterrand qui compte vraiment lui faire payer ses paroles de 1965. En juin 1942, malgré cette élimination dans le premier tour, c'est toute l'Afrique qui est fière du Cameroun. Ahidjo gagne ainsi en popularité en Afrique. Mais personne ne se doute que dans les coulisses, il subit une pression énorme de François Mitterrand. En fin octobre 1982, le président Ahidjo voyage pour la France. Le jour même de son retour au Cameroun,
il contacte tous les grands décideurs du pays et leur informe qu'il démissionne et que comme la constitution l'exige, Biya, son premier ministre, très malléable, âgé de 49 ans, est le nouveau président. Le lendemain, une délégation de plusieurs ministres se rend chez le président Ahidjo pour le convaincre de renoncer à cette décision de démissionner de son poste de président de la République. Parmi les ministres de cette délégation, on trouve son successeur désigné, Paul Biya. Malgré les arguments pertinents de Charles Assalé, Ahidjo fait savoir à la délégation que pour des raisons sanitaires, sa décision est irréversible. Alors, le 4 novembre, sur les ondes de la radio nationale, la voix du journaliste Jean-Claude Toa retentit. Un seul titre dans ce journal, le chef de l'État s'adresse à la nation. Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. En cette circonstance capitale, je voudrais, du fond